Pour répondre à cette question, il faut d'abord en réalité déterminer le statut juridique du Haut-Karabakh. Il y a peut-être trois possibilités. Est-ce que le Haut-Karabakh est arménien? Est-ce que le Haut-Karabakh est un État indépendant? Ou bien est-ce que le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan? C'est évidemment en répondant à cette première question qu'on peut se demander alors qui agresse qui. Alors si on reprend les trois hypothèses, la première, il faut l'écarter assez rapidement. Le Haut-Karabakh ne fait pas partie de la République d'Arménie. C'est vrai qu'à un moment dans l'histoire, le Haut-Karabakh faisait partie de l'Arménie, mais sous la période soviétique, le Haut-Karabakh a été placé sous l'autorité de l'Azerbaïdjan. On a beaucoup parlé de cette décision qui a été prise, semble-t-il, à l'initiative de Staline. Néanmoins, en droit international, c'est pas un argument pertinent parce que si on devait remonter chaque fois dans l'histoire et s'interroger sur la légitimité de tel ou tel changement de territoire, on n'en sortirait pas. Et donc, quel est le critère déterminant? C'est celui d'un accord entre les États, une fois qu'ils sont devenus indépendants, sur la frontière. Or, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que lorsque l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont devenus des États indépendants, qui sont passés du statut de République socialiste soviétique au statut d'État indépendant, à ce moment-là, donc au début des années 90, les deux États se sont reconnus officiellement dans leurs frontières existantes et il était très très clair que ces frontières, c'était les frontières qui étaient les anciennes frontières soviétiques. Il y a d'ailleurs eu un accord beaucoup plus général à Minsk, puis à Alma-Ata, et puis dans le cas de la communauté des États indépendants, par lesquels les anciennes républiques soviétiques ont, pour des raisons pragmatiques, pour essayer de ne pas créer des conflits de territoire partout, ont décidé de reprendre ou de transformer plutôt les limites administratives en frontières internationales. Pour cette raison, il est clair que le Haut-Karabakh n'est pas en Arménie, ce que d'ailleurs même aujourd'hui l'Arménie ne dit pas clairement, parce que ce serait très très difficile juridiquement. Deuxième hypothèse alors, est-ce que le Haut-Karabakh est un État indépendant? Est-ce qu'il a d'abord le droit à l'autodétermination? Là aussi, il faut écarter cette hypothèse. Le droit à l'autodétermination existe évidemment en droit international. Il a été consacré par les États au sein des Nations Unies, mais pour des raisons qu'on comprendra très facilement, les États n'ont pas donné à toutes les minorités situées sur leur territoire le droit de s'en détacher. Sinon, il y aurait une cascade de revendications et de droits de se détacher. Il y aurait une sorte de morcellement à l'échelle mondiale constant et c'est pour cette raison-là que le droit international a limité le droit à l'indépendance à des situations de décolonisation, mais définies très strictement comme étant essentiellement des territoires séparés géographiquement des métropoles. Et on pense évidemment aux États africains, aux colonies africaines par rapport aux métropoles européennes en particulier, mais pas seulement, mais on pense certainement pas au cas de parties de territoires d'État qui veulent s'en détacher, sinon l'autodétermination serait totalement contraire à l'intégrité territoriale. Et pour concilier ces deux principes, justement, on a limité cette possibilité aux territoires géographiquement séparés, clairement distincts de la métropole. Donc pas de droit à l'autodétermination. Est-ce que c'est pour autant un État qui, en raison du temps qui s'est écoulé, aurait stabilisé son pouvoir et le fait accompli devrait se transformer en droit? Ce n'est l'opinion d'aucun État dans le monde, donc officiellement le Haut-Karabakh n'est pas reconnu comme État par personne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on estime que c'est une partie de l'Azerbaïdjan, que l'Azerbaïdjan a toujours refusé l'indépendance et que dans ces conditions-là, il faut attendre que le conflit soit réglé par la négociation pour pouvoir éventuellement, si dans le cadre d'un règlement, l'Azerbaïdjan renonçait à cette partie de son territoire, reconnaître le Haut-Karabakh. Tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas véritablement de nouvel État et pas de reconnaissance. Reste alors la troisième hypothèse, le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan et c'est bien ça finalement l'hypothèse que l'on doit retenir en droit international. Il y a une minorité qui parle une autre langue sur son territoire, qui a une autre religion sur son territoire. Ça, ce n'est pas évidemment propre, ce n'est pas une originalité de l'Azerbaïdjan, c'est ça la situation. Et dès lors, à première vue,
lorsque l'Azerbaïdjan intervient dans le Haut-Karabakh, en réalité, il ne fait qu'intervenir sur son propre territoire. Alors, à partir du moment où l'Azerbaïdjan s'attaque à des officiels, à des agents, à des soldats arméniens, même sur son propre territoire, il est clair que les choses changent. On ne peut plus considérer que le recours à la force est uniquement interne. Il est international, même si il reste l'Azerbaïdjan sur son propre territoire pourvu qu'il touche des soldats étrangers. Et donc, il est vrai à cet égard que les choses deviennent plus compliquées. Mais à ce moment-là, la question qu'il faut se poser immédiatement, c'est que font les soldats arméniens en territoire azéri? Et à ce sujet, il résulte d'une analyse d'un certain nombre de résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, mais aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Et on peut aussi interpréter une jurisprudence, notamment de la Cour européenne, en particulier de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est déjà prononcée sur cette question, qu'il y a en Azerbaïdjan, non seulement au Haut-Karabakh, mais dans les régions avoisinantes, il y a un certain nombre d'autorités arméniennes qui sont là sans titre juridique. On a appelé à l'échelle internationale à un retrait des forces arméniennes. Ça n'a pas été le cas, mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que, en réalité, cette partie de l'Azerbaïdjan est juridiquement occupée, ou en tout cas est sujette et l'objet d'un recours à la force de la part de l'Arménie, et dès lors, ici, l'Azerbaïdjan se contente de viser des soldats qui sont sur son territoire sans titre, il en a évidemment le droit au titre de la légitime défense qui est reconnu en droit international. Alors quand on parle de la légitime défense, il faut bien considérer qu'il faut essentiellement deux conditions pour qu'on puisse l'exercer. L'agression de la part d'un autre État et le fait que des soldats arméniens se trouvent en Azerbaïdjan, c'est bien, on peut bien l'assimiler à une agression, en particulier quand ça dure depuis des dizaines d'années. Et ensuite, un critère de nécessité. On ne doit pas exercer sa légitime défense si on peut aboutir au règlement de la question par d'autres moyens. Ce qui se passe depuis 30 ans, c'est que l'Azerbaïdjan n'a pas, en effet, utilisé la force, en tout cas pas de manière constante. Il l'a fait de manière régulière, mais pas de manière constante. Et donc, il a aussi essayé d'autres moyens, il a essayé d'utiliser d'autres moyens pour mettre fin à cette situation. Ça n'a pas fonctionné des dizaines d'années plus tard, et donc à partir de ce moment-là, dire que le conflit est en quelque sorte gelé depuis 30 ans n'est pas tout à fait correct juridiquement, parce qu'en effet, depuis 30 ans, il ne s'est pas rien passé. D'abord, l'occupation s'est poursuivie, et l'occupation, c'est un fait continu, donc on ne peut pas dire qu'elle a commencé il y a 30 ans et puis elle s'est arrêtée, elle s'est poursuivie. Donc autrement dit, lorsque l'Azerbaïdjan intervient aujourd'hui, eh bien, c'est pour mettre fin à une occupation qui continue aujourd'hui. Et puis, il y a eu, comme je l'ai dit déjà, d'ailleurs, d'autres types d'accrochages militaires dans le passé. Donc, de ce point de vue-là, même quand on dit que la légitime défense doit être exercée immédiatement et selon un critère de nécessité, il faut le prendre en tenant compte de toutes les circonstances. Et ici, si on prend en compte toutes les circonstances, c'est difficile quand même de dire à l'Azerbaïdjan, 30 ans après, quand la question n'est toujours pas résolue, eh bien, vous savez, il n'est pas nécessaire d'utiliser la force. Cela ne veut pas dire que le recours à la force est conforme au droit international. Et ça, c'est un point très très important. Ça veut simplement dire que par rapport à l'interdiction du recours à la force, là, il n'y a pas manifestement de violation. L'Azerbaïdjan est dans son droit. Il a, sur le principe, la possibilité d'intervenir, mais il ne peut pas le faire n'importe comment. Et là se posent alors des questions de droit de la guerre par rapport notamment au respect de la protection des civils, entre autres, et aussi d'ailleurs plus généralement par rapport aux droits humains. Mais ça, ce sont d'autres questions, d'autres domaines du droit international que l'on doit envisager de manière totalement indépendante. Ce n'est pas parce que l'Azerbaïdjan est en légitime défense que par ailleurs, peut-être, il ne viole pas d'autres règles de droit international.
Alors, lorsque la Turquie intervient dans le conflit, là encore, il faut distinguer deux choses. Premièrement, sur le principe, est-ce que la Turquie a le droit d'aider un État qui exerce son droit de légitime défense pour mettre fin à une occupation et pour mettre fin, en tout cas, à un recours à la force de la part, ici, de l'Arménie? Et là, la réponse est oui, en vertu du principe de la légitime défense individuelle, c'est-à-dire qui appartient en propre à l'État agressé, mais aussi collective, eh bien on peut appeler à l'aide d'autres États qui peuvent intervenir alors dans le conflit du côté de l'État agressé, sur le principe. Maintenant, dans les modalités, de nouveau, il faut vérifier que l'intervention turque respecte le droit humanitaire, respecte le droit humain, les droits humains, et là, d'autres questions peuvent se poser. Par ailleurs, ici, il faut bien se rendre compte qu'on parle uniquement sous le prisme, si vous voulez, du droit international, mais quand on pense à la Turquie, on ne peut pas s'empêcher de dire avec une certaine ironie que la Turquie prétend venir en aide à un État qui est partiellement occupé, alors que la Turquie elle-même occupe Chypre Nord depuis des décennies et occupe aussi une partie de la Syrie depuis quelques années. Et dès lors, évidemment, plus généralement, on peut tout à fait critiquer la Turquie pour une série d'actions et en particulier d'agressions dont elle est responsable, mais dans ce cas particulier, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Le droit international, la branche du droit international à laquelle il faut se tourner pour répondre à cette question, c'est évidemment les règles du droit des conflits armés ou droit international humanitaire, c'est-à-dire les règles qui s'appliquent en temps de conflit armé. Donc ici, les principes fondamentaux sont assez clairs. Il est interdit de prendre les civils comme objet d'attaque et toute partie au conflit doit diriger ses attaques contre les combattants et les objectifs militaires et ni contre les civils ni contre les objets civils. Évidemment, l'application de ces principes dans un contexte où les hostilités, l'essentiel des hostilités, a lieu dans un milieu urbain, devient beaucoup plus problématique et c'est un réel défi de voir comment est-ce qu'on va respecter les principes de distinction et de proportionnalité quand les hostilités se passent dans le cadre dans un milieu urbain. Parce que dans un tel contexte, on a beaucoup plus d'objets qui sont d'utilisation mixte. On a des objets militaires, des objectifs militaires qui se situent très très proches des objets civils et on a beaucoup plus de dégâts auprès des civils du fait d'une attaque contre un objectif militaire. Cela veut dire que les États doivent prendre les précautions, des précautions accentuées quand ils mènent leurs opérations militaires dans une ville et doivent appliquer les principes du droit international humanitaire de manière à ce que leurs opérations soient adaptées aux spécificités du milieu urbain. Donc en effet, ici, les informations, on a des accusations qui sont lancées de part et d'autre. Donc l'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'avoir visé des civils et l'Azerbaïdjan fait le même pour l'Arménie. Donc ça sera essentiellement une question d'établissement des faits. Mais il est clair qu'à partir du moment qu'il sera établi que, par exemple, les forces d'une des deux parties aura visé des objectifs civils, on parle du fait d'avoir visé des églises, on parle du fait d'avoir visé des maisons civiles, etc. Tous ces actes-là seront alors des violations des règles du droit des conflits armés. La question des moyens de combat qui sont interdits par le droit international humanitaire nécessite une analyse double. Par rapport aux bombes à submunition, il faut savoir qu'il y a une convention qui interdit spécifiquement l'utilisation de ces types de bombes dans le cadre d'un conflit armé.
Et en effet, ce n'est qu'une des multiples conventions qu'on a interdisant spécifiquement l'utilisation de certaines armes dans le cadre d'un conflit armé. Quand on a une telle convention, il ne faut pas en réalité chercher plus loin. Si les États partis au conflit ont ratifié la convention, alors ils violent directement la convention. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisque ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan ne sont partis à la convention. Et donc, ce qui est important à souligner à cet égard, c'est que ce n'est pas parce que les États en question ne sont pas partis à la convention que du coup l'utilisation d'une arme, ici des bombes à submunition, est totalement permise en droit international. Il y a toujours le principe de base en droit international humanitaire, c'est que les États n'ont pas un choix illimité par rapport aux moyens et méthodes de combat qu'ils peuvent utiliser, et qu'il est interdit d'utiliser des armes qui sont de nature à mener des attaques indiscriminées. En l'occurrence, donc, on peut considérer que l'utilisation des bombes à submunition, de nouveau, dans un contexte de guerre urbaine, c'est là aussi où le contexte urbain a une valeur ajoutée. L'utilisation donc de telles armes dans un contexte urbain conduira nécessairement à des attaques disproportionnées, à des attaques indiscriminées, plutôt, et dès lors à des violations des règles du droit de conflit armé. Et donc cette arme-là serait interdite parce que, par définition, contraire au principe de distinction. Quant à l'utilisation des djihadistes, de nouveau, il faut savoir de qui on parle exactement et comment ces personnes sont arrivées là. Il n'est pas interdit par le droit humanitaire d'utiliser des ressortissants ou de recruter ou d'utiliser des ressortissants dans notre État pour s'engager dans les forces armées d'une des deux parties au conflit. C'est la raison pour laquelle, quand on a voulu l'interdire spécifiquement, par exemple par rapport au recrutement des combattants pour des groupes terroristes, il a fallu adopter des résolutions spécifiques au sein du Conseil de sécurité pour imposer une telle interdiction. Donc, en d'autres termes, l'engagement des volontaires dans les rangs de l'une des deux parties au conflit n'est pas interdite par les règles du droit de conflit armé. Ce qui est interdit en droit de conflit armé, c'est l'utilisation des mercenaires. Ici, le problème vient du fait que, juridiquement, la définition de ce que c'est un mercenaire est très très restrictive en droit international. Si vous regardez aussi bien les sources du droit international humanitaire à proprement parler que les conventions internationales qui interdisent les mercenariats, l'ensemble des conventions donnent une définition des mercenaires qui est très très stricte et qui, dans les faits, en fait, sera très très difficile à prouver. Dès lors, si on arrive à démontrer que les personnes qui sont utilisées ou qui luttent dans les rangs des forces armées de l'Azerbaïdjan correspondent effectivement à la définition des mercenaires, alors l'Azerbaïdjan a ratifié la convention qui interdit aux États de recruter et d'utiliser le mercenaire et pourrait alors être tenu comme responsable de la violation de cette convention particulière. Donc, le terme prisonnier de guerre, c'est un terme technique en droit international humanitaire. Et il faut bien se rendre compte que toute personne qui combat dans le cadre d'un conflit armé n'a pas automatiquement le statut de prisonnier de guerre. Le statut de prisonnier de guerre, c'est un statut qui est réservé aux combattants qui ont le droit de participer aux hostilités dans le cadre d'un conflit armé international. Pour pouvoir donc parler des prisonniers de guerre et pour pouvoir appliquer le statut des prisonniers de guerre, il faut d'abord démontrer qu'ici, on est bel et bien en face d'un conflit armé international. Et une fois que ce soit démontré, il faut après voir quelles sont les parties à ce conflit armé pour pouvoir bien déterminer quelle personne aura effectivement
droit au statut des prisonniers de guerre. En l'occurrence, il ne fait pas de doute qu'on est face à un conflit armé international qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce conflit armé international existe en réalité depuis les débuts des années 90 et perdure du fait de l'occupation des territoires de l'Azerbaïdjan par les forces de l'Arménie. Et alors il faut bien ajouter à cela que aux yeux du droit international humanitaire, les soldats des deux parties, c'est-à-dire les soldats de l'Arménie d'une part et les soldats de l'Azerbaïdjan d'autre part, pour ces soldats-là, il n'y aura pas de doute qu'ils peuvent bénéficier du statut des prisonniers de guerre. La question est peut-être un peu plus complexe pour les soldats de Nagorno-Karabakh lui-même. Donc ici, en réalité, il faut voir quels sont les liens entre ces soldats-là et une des deux parties au conflit, en l'occurrence l'Arménie. Selon le dernier commentaire des conventions de Genève établi par les juristes du Comité international de la Croix-Rouge du CICR, il est envisagé la possibilité d'occuper les territoires dans notre État, soit par ses propres forces armées, soit de manière indirecte, c'est-à-dire quand un État exerce sur des forces armées qui contrôlent effectivement un territoire, en contrôle qu'on appelle un contrôle global, c'est-à-dire qu'ils contrôlent généralement les soldats qui eux-mêmes vont effectivement administrer le territoire. C'est ce qui est en train de se passer en réalité. De nouveau, si on se fie au rapport aux faits qui sont tels qu'ils sont reportés notamment dans les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et dès lors, du moment que les forces de Nagorno-Karabakh peuvent être rattachées ainsi à l'Arménie, alors ces forces-là auront droit au statut de prisonniers de guerre. Et c'est d'ailleurs révélateur le fait que les deux États ont reconnu l'existence d'un conflit armé dans leurs opérations respectives et par le biais de cet accord de cessez-le-feu ont reconnu aussi le fait que les personnes détenues des deux côtés ont bel et bien droit au statut des prisonniers de guerre et donc à la protection des conventions de Genève. Alors, dans une situation de guerre comme celle qu'on connaît actuellement dans le contexte du Haut-Karabakh avec les hostilités qui ont repris fin septembre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en réalité, les droits de l'homme continuent pleinement à s'appliquer. Ça, c'était vraiment un point qui est bien établi actuellement en droit international. Ça a été rappelé par toute une série d'instances internationales, et notamment par la Cour internationale de justice dans son avis relatif à la construction du mur en territoire palestinien, où elle a constaté que les droits humains s'appliquaient même en situation d'occupation armée. Et donc, dans le contexte du conflit au Nagorno-Karabakh, il faut pleinement prendre en considération le respect des droits humains par les deux parties, et en particulier on peut songer à deux droits qui sont spécialement pertinents dans le contexte actuel, c'est le droit à la vie et le droit à l'interdiction des traitements inhumains dégradants, deux droits qui sont consacrés notamment par la Convention européenne des droits de l'homme qui s'applique sur le territoire concerné. Et évidemment, ça veut dire que dans le cadre des hostilités, il faut spécialement porter attention au respect du droit à la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre pour cible des civils, donc là il y a une certaine coordination avec les règles du droit international humanitaire. Il ne faut pas non plus faire subir à des personnes qui seraient par exemple faites prisonnières ou des personnes qui seraient détenues en otage, de leur faire subir des traitements inhumains dégradants ou a fortiori des actes de torture. Donc il est clair que ce type de droit continue pleinement à s'appliquer dans le cadre du conflit actuel. Et d'ailleurs, il faut relever à cet égard que l'Arménie a introduit une instance contre l'Azerbaïdjan devant la Cour européenne des droits de l'homme, précisément en se prévalant de ces deux dispositions, de ces deux droits, les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Et elle a demandé à cet égard d'ailleurs que la Cour énonce des mesures conservatoires, c'est-à-dire des mesures d'urgence pour préserver la situation. Et la Cour européenne des droits de l'homme a adopté des mesures conservatoires qu'elle a notifiées aux deux parties. Alors elle n'a pas détaillé le contenu exact de ces mesures, puisque les mesures conservatoires de la Cour restent confidentielles, mais du communiqué de presse qui a été publié, il est indiqué que la Cour a demandé aux deux parties prenantes, tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan, de ne prendre aucune mesure qui soit de nature à menacer le respect du droit à la vie ou de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Alors, en l'espèce, il est essentiel de souligner que le respect des droits humains est particulièrement important parce que c'est probablement les règles qui seront les plus efficaces à faire respecter, puisque il y a la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme concernant le respect par les deux parties des droits qui sont consacrés par la Convention. Par contre, pour les autres règles pertinentes qui ont déjà été évoquées, comme l'interdiction du recours à la force ou bien le respect du droit international humanitaire, là, il y a moins facilement accès à des instances qui vont pouvoir se prononcer sur le respect par l'une ou l'autre partie de leurs obligations en l'espèce. S'agissant de recours à la force, la question pourrait être portée devant la Cour internationale de justice, mais il n'est pas du tout évident qu'en l'espèce, elle puisse avoir compétence en l'absence de déclaration de compétences par l'Arménie et ou l'Azerbaïdjan concernant cet aspect-là. Et s'agissant du respect des règles du droit des conflits armés, on pense en particulier à la commission de crimes de guerre, potentiellement c'est des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, mais en l'occurrence, ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan n'ont ratifié le statut de la CPI, et dès lors, il n'y a pas de possibilité de déférer une situation liée au Karabakh devant la Cour pénale internationale. Donc de ce point de vue-là, c'est probablement la Cour européenne des droits de l'homme qui est l'instance la plus plausible pour pouvoir porter certains aspects de l'affaire. Et d'ailleurs, comme on va probablement l'évoquer, certains aspects du conflit au Karabakh ont été portés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur l'applicabilité des droits humains et en particulier des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme sur le territoire du Haut-Karabakh, puisque le Haut-Karabakh est une entité qui a acquis une certaine autonomie sur le plan effectif, mais qui est un État qui n'est pas reconnu sur le plan international. Donc c'est une entité qui se prétend un État, mais qui n'en est pas un et qui effectivement n'est pas dès lors partie à la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette question a été posée à plusieurs reprises devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, elle doit s'envisager de deux manières différentes selon qu'il s'agisse d'imputer une responsabilité à l'Azerbaïdjan ou bien à l'Arménie. S'agissant de l'Azerbaïdjan, là la question est relativement simple à élucider puisque le Haut-Karabakh fait encore formellement partie du territoire de l'Azerbaïdjan et en vertu de sa compétence territoriale, du fait que ça se passe sur son territoire, l'Azerbaïdjan est de prime abord responsable du respect des droits humains sur ce territoire-là. Donc il y a en tout cas un certain nombre d'obligations qui consistent à faire en sorte que les droits humains soient respectés dans son chef, et donc il est responsable de toute action qui pourrait être reliée à l'action des organes de l'Azerbaïdjan en lien avec le territoire du Haut-Karabakh. S'agissant de l'Arménie, là la question est plus délicate puisque l'Arménie n'est pas directement liée au territoire du Haut-Karabakh, ne prétend pas avoir souveraineté sur ce territoire, mais il existe des liens assez étroits entre l'Arménie et le territoire du Haut-Karabakh puisque on peut dire que cette entité a pu avoir une certaine autonomie et une prétention à être déclarer son indépendance, à être un État, suite au soutien que lui a apporté l'Arménie, soutien qui s'est manifesté par un certain nombre d'envois de troupes militaires qui ont participé au combat avec les troupes de l'Azerbaïdjan, et donc ce n'est suite à l'intervention arménienne que le Haut-Karabakh a acquis une certaine autonomie effective sur le terrain, puisque dans les faits, le Haut-Karabakh en réalité occupe non seulement l'ancienne province du Haut-Karabakh telle qu'elle existait sous la période soviétique, mais également 7 districts azerbaïdjanais qui
constitue le pourtour du Haut-Karabakh. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Chiragov et autres contre Arménie, a considéré qu'en raison des liens très étroits qui unissent l'Arménie et l'entité du Haut-Karabakh, on pouvait imputer à l'Arménie toutes les violations des droits humains qui étaient le fait des autorités locales du Haut-Karabakh. Il s'agissait en l'occurrence plus particulièrement de l'accès à une propriété qui se trouvait dans le district de Latchin. Des Azerbaïdjanais n'avaient plus accès à leur propriété puisqu'ils avaient dû fuir la zone de combat déjà durant les années 1990, et la Cour a considéré que les atteintes aux droits de propriété et à la vie privée familiale des requérants azerbaïdjanais étaient bien imputables à l'Arménie, puisqu'elle avait des liens très étroits avec le Haut-Karabakh. Ce n'était que par son soutien que le Haut-Karabakh pouvait exister et subsister. Alors, si on prend les droits humains qui sont les plus pertinents dans le contexte du conflit, donc comme on l'a déjà indiqué tout à l'heure, il y a en particulier le droit à la vie ou le droit à l'interdiction des traitements inhumains dégradants ou de torture, puisque dans le cadre du conflit qui a pris son origine en 1988 avec les velléités d'indépendance de la population arménienne du Haut-Karabakh, il y a eu à la fois un certain nombre de persécutions, voire de pogroms contre des minorités arméniennes en Azerbaïdjan, et puis dans le contexte du conflit au Haut-Karabakh, des persécutions et des massacres également de civils azerbaïdjanais. Donc là, il y avait manifestement des atteintes au droit à la vie, éventuellement aussi des actes de torture contre des personnes détenues ou prisonnières ou retenues en otage. Et puis une des questions cruciales dans le contexte du conflit, c'est la question des personnes déplacées et des réfugiés. Il y a environ 350 000 Arméniens qui ont dû fuir l'Azerbaïdjan justement dans le contexte des troubles qui ont suivi les déclarations d'indépendance ou les demandes d'indépendance à partir de la fin des années 80, et donc ils n'ont plus accès à leurs anciennes propriétés, et ça a fait l'objet d'une affaire Sargsyan contre Azerbaïdjan, où l'Azerbaïdjan a été condamné pour ne pas avoir mis en place des mécanismes qui permettent soit l'accès à des propriétés qui n'étaient plus accessibles aux habitants arméniens, soit au moins mettre en place des mécanismes de compensation. Dans l'autre sens, suite au conflit armé qui a eu lieu au Karabakh à partir du début des années 90 entre les forces locales arméniennes, les forces armées de l'Arménie et les forces de l'Azerbaïdjan, il y a eu 800 000 civils azerbaïdjanais qui ont dû fuir le Haut-Karabakh et les districts avoisinants qui ont été placés sous le contrôle du Haut-Karabakh et des forces arméniennes. Et donc là également, c'est ça qui faisait donc l'objet de l'affaire auquel je faisais référence tout à l'heure, affaire Chiragov et autres, contre Arménie, où là, c'était des civils azerbaïdjanais qui n'avaient plus accès à leur propriété. Et là également, la Cour a constaté que l'Arménie n'avait pas usé de toute l'influence qu'elle avait sur le Haut-Karabakh pour mettre en place des mécanismes soit d'accès à la propriété, soit au moins de compensation. Et effectivement, cette question des personnes déplacées, c'est un des aspects les plus cruciaux et les plus difficiles à régler dans ce litige entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque chaque partie ne veut pas permettre le retour des déplacés. Donc la question du droit au retour est un élément essentiel, notamment à mettre en lien avec le fait que les districts azerbaïdjanais qui sont maintenant sous le contrôle de l'Arménie et du Haut-Karabakh font l'objet d'une colonisation, d'une entreprise de colonisation par les autorités du Haut-Karabakh qui incite l'installation de populations arméniennes dans des anciens villages azerbaïdjanais et le développement agricole. Donc c'est un des points les plus difficiles à régler, au-delà aussi de celui du statut du Haut-Karabakh en lui-même. En réalité, le cas du conflit du Haut-Karabakh est loin d'être isolé en Europe, et on peut identifier un certain nombre de situations similaires qui sont nées en particulier dans le contexte de la fin de la guerre froide, avec d'un côté la dissolution de l'Union soviétique et de l'autre côté la dissolution de la Yougoslavie. S'agissant du cas de la dissolution de l'Union soviétique, on peut penser en particulier au cas de la Transnistrie dans le contexte de l'État de la Moldavie. Il s'agit d'une région séparatiste par rapport à l'État moldave. On peut penser également à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes en Géorgie, régions qui sont soutenues par la Russie.
On pense également évidemment au cas de la Crimée, qui s'est déclarée indépendante dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine, s'est déclarée indépendante pour ensuite demander son rattachement à la Russie et donc était annexée actuellement à la Russie, annexion qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. S'agissant de l'ex-Yougoslavie, là, on pense évidemment directement au cas du Kosovo, là aussi une province qui était autrefois autonome, qui a revendiqué son indépendance. On est suivi un conflit interne au sein de la Yougoslavie, puis qui s'est internationalisé avec l'intervention de l'OTAN. Depuis lors, le Kosovo s'est à nouveau déclaré indépendant, mais la question reste en grande partie irrésolue, puisque cette indépendance n'est pas reconnue par la Serbie et est reconnue par environ une moitié des États de la communauté internationale. Et puis, dans un contexte un petit peu différent, on peut évidemment tout de suite se référer au cas de la République turque de Chypre Nord, c'est-à-dire la partie nord de l'île de Chypre, qui a été envahie dans les années 70 par la Turquie. Et c'est suite à cette invasion que s'est déclarée indépendante une République turque de Chypre Nord, là aussi une république qui est considérée comme étant créée de manière illégale par un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité notamment, et donc qui ne fait l'objet d'aucune reconnaissance. Là aussi, comme dans le cas du Haut-Karabakh, on a un processus de négociation qui est extrêmement compliqué. On a eu un référendum qui n'a pas finalement abouti à une solution durable et on a un conflit qui reste gelé. Donc on peut dire que le Haut-Karabakh est certes un conflit qui, dans l'actualité récente évidemment, a fait parler de lui et a débouché sur une explosion de violence, mais un certain nombre de conflits assez similaires demeurent en Europe qui mettent chaque fois en tension des revendications nationalistes, des revendications séparatistes sur base d'une certaine identité revendiquée par rapport à une autorité centrale, à un État central qui refuse cette séparation et veut conserver son intégrité territoriale et sa souveraineté.